Bonjour Emmanuele. Bonjour Joseph, bonjour et merci. Le développement et la propagation de ce virus marquent une force transformatrice profonde et puissante du vivant. En effet, il altère les vies, en allant parfois jusqu'à leur infliger la mort, et en passant d'un vivant à l'autre, l'on voit en quoi il engage un procédé de métamorphose, pour reprendre un mot, un concept qui t'est cher. D'où ma première question. Si la métamorphose est précisément un synonyme de vie, des perpétuelles altérations que les vivants ne cessent de vivre dans la totalité animée du vivant, depuis quel lieu distinguer les métamorphoses nocives de celles productrices de créativité, d'inventivité et de fécondité? Merci pour la question. Je dirais tout d'abord que la métamorphose n'est pas juste un processus de transformation, c'est la transformation qui rend possible la cohabitation de deux vies apparemment incompatibles. Si on regarde, si on s'épanche sur l'exemple les plus triviales de métamorphose, c'est-à-dire la métamorphose des insectes, on a deux corps, celui de la chenille et celui du papillon, qui n'ont rien en commun d'un point de vue anatomique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue éthologique. Ce sont deux corps qui ont une silhouette différente, deux corps qui vivent de manière différente, donc ont un ethos, une forme de vie totalement différente, parce que l'un grimpe sur terre et n'est fait qu'est mangé, l'autre voltige en l'air et n'est fait que s'accoupler. Et ils vivent dans deux mondes incompatibles et différents, c'est-à-dire l'un est dans un monde terrestre et l'autre dans un monde aérien. Et ce qu'on appelle métamorphose, c'est justement les processus qui permettent à ces deux vies, à ces deux formes de vie, à ces deux ethos, à ces deux corps, à ces deux mondes, d'une certaine manière, d'insister dans les mêmes moi. Au fond, la métamorphose est ce que permet à ce même moi d'être à la fois ces deux corps différents, ces deux vies différentes, ces deux mondes différents. Et la métamorphose est aussi l'évidence que la vie donc n'est jamais, on peut jamais la reconduire au même corps, au même ethos, au même monde. Et de ce point de vue, au fond, toute métamorphose est un peu un pari qui ne peut que, d'une certaine manière, qui doit assumer un taux d'ambiguïté et des proximités à la mort. Au fond, se renfermer dans un cocon pour devenir quelque chose d'autre, de totalement autre, pour changer son état, pour changer son monde, pour changer son corps, signifie d'une certaine manière faire mourir le corps, les mondes et l'éthos dont on était les porteurs. Donc la distinction est peut-être à faire que ex post. D'une certaine manière, on la vit d'ailleurs quotidiennement, cette expérience de la métamorphose, à chaque fois qu'on se renferme à soi et pour soi-disant détruire nous-mêmes, pour nous faire du mal, mais c'est cette destruction qui permettra après, d'une certaine manière, à la vie de se reconstruire. C'est au fond, même aujourd'hui, on se renfermé dans la maison pour, espérons-le, pour construire un nouveau corps social, économique, moral, évidemment, outre qu'un nouveau corps biologique. Donc, les problèmes de la métamorphose et l'évidence de l'expérience qu'on fait, c'est que ce n'est pas possible au préalable de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, les côtés de la mort et les côtés de la vie. D'ailleurs, ce que ces virus nous démontrent, à quel point toute vie est sur la ligne où la distinction entre la vie et la mort est une distinction, comme je disais, qui peut être faite seulement après coup et pas auparavant. C'est d'ailleurs toute la difficulté de qu'on traverse d'un point de vue politique, par exemple, d'un point de vue moral et d'un point de vue, outre que d'un point de vue biologique. Oui, donc je comprends très bien cette exigence de pensée que tu mets en avant, celle de penser les multiples métamorphoses au sein de la totalité vivante du vivant, jusqu'à une certaine, non pas synonymie, mais en tout cas mouvement entre mort et vie, entre la vie et la mort, et cette essence évolutionnaire où tout être, de la plante à l'être humain en passant par les animaux, qui se fait, se défait, se refait, se détruit, se reconstruit. Mais dans cette perpétuelle métamorphose, depuis quel lieu penser et acter l'instant de la liberté,
de contrer, de chercher à arrêter, de requérir une interruption du virus et de la métamorphose que le virus inflige aux vivants. Penser la liberté signifie toujours la pensée dans un cas spécifique, dans un cas présent, dans un cas particulier, parce que ce n'est pas possible de penser la liberté au sens général. Donc, par exemple, dans notre cas, la question qui se pose et qui se posera sera comment penser la liberté après ces basculements du paysage politique dont on est les témoins. Au fond, on vit une situation extrêmement paradoxale d'un pouvoir politique, c'est-à-dire urbain, qui a suspendu la ville, qui a rendu la ville un espace interdit, un espace techniquement qui existe seulement sous vitrine face à nos yeux, et qui a confiné la presque totalité des vivants dans leurs habitations privées, presque assignés à domicile en fait. Et ces changements, ces basculements va se prolonger de manière indéfinie. On l'a entendu, et surtout va, à mon avis, profondément changer les paysages politiques de manière définitive. Donc, ce qui sera inventé, c'est ces nouveaux espaces politiques. Comment reconstruire, réinventer cet espace qui s'étendait face à nos yeux, comment dire, une fois qu'on avait fermé la porte de nos appartements et qui n'existe plus, qui a été retiré, qui a été suspendu, qui a été au fond interdit. Comment les reconstruire? C'est ça, au fond, la question de la liberté, c'est une question spatiale. Comment sortir, non pas physiquement de nos maisons, mais comment produire un espace qui nous permettra à nouveau de sortir de la maison, de sortir de cet espace qui est défini de toute manière de la domination, de la souveraineté d'un individu sur des objets, sur les êtres qui l'entourent. Donc l'invention de la liberté, parce que la question est aussi importante, la liberté est toujours quelque chose qu'il faut inventer, réinventer, n'est pas une dimension ontologique, n'est pas quelque chose qui nous est assuré pour toujours, c'est un geste qui produit ses propres conditions de possibilité à chaque fois. Donc les grands paris, qui est à la fois philosophique, moral et aussi politique, c'est comment construire nous, parce qu'il faut la construire évidemment d'en bas, à partir de chaque maison, de chaque appartement, de chaque chez soi, les couloirs qui nous permettra à la fois de sortir de notre chez nous et de rejoindre les autres en fait, parce que l'autre grande manque de liberté dont on fait l'expérience, c'est l'interdiction du commun, ce qui est la condition paradoxale. Évidemment, comme on dit, sur deux bas, je ne suis pas en train de critiquer les mesures de confinement qui sont nécessaires d'un point de vue biologique, mais ce sont des mesures qui ont porté à l'interdiction du commun. On vit une situation où les communs est impossible et interdit. Donc, les défis dans une situation de ce type qui se prolonge dans les temps, c'est comment réinventer les communs, comment rendre possible cet espace de partage là où les partages est impossible et interdit. Voilà, je pense, ce qui est face à nous aujourd'hui. Ça m'envoie vers la troisième question, qui est une question plus, tu as déjà commencé à toucher à la chose, mais c'est une question plus éthique que politique, hein. Que fais-tu donc dans cette métamorphose perpétuelle et mouvante, hein, c'est très mouvant, que fais-tu de la souffrance et de l'urgence aujourd'hui de la contrecarrer, de la souffrance entraînée et déployée par cette métamorphose virale? Au fait, question éthique, comment répondre à cette métamorphose virale dans l'urgence responsablement? La question qui se pose, à mon avis, sera celle de redessiner la carte des souffrances, car d'une certaine manière, on a réagi immédiatement de manière très responsable face à la souffrance physique, biologique, épidémiologique, surtout des plus faibles, car au fond, les mesures de confinement ont été affirmées pour la protection des plus faibles, mais ces mesures ont
impliqué, ont déclenché toute une autre palette de souffrances à la fois physiques, car les hôpitaux parfois n'ont pas la capacité d'accueillir beaucoup de malades, mais surtout psychiques, sentimentales, morales. Donc, ce qui est important en ces moments, c'est ne pas oublier les autres souffrances, les passer en revue, de les redessiner, comment dire, comprendre la souffrance profonde qui est liée au fait du confinement, de la privation totale d'une vie physique, sentimentale, commune, politique, etc. Et une fois qu'on les aura mieux définis, avoir les mêmes réponses avec la même capacité de réaction au fond immédiate qu'on a eu face à la souffrance physique et épidémiologique. Donc il y a tout d'abord un travail au fond d'enquête et de recherche qui va au fond avec les travails de comment inventer une nouvelle liberté physique, une nouvelle liberté de l'esprit, en fait, affective, sentimentale. Quel est ton antivirus philosophique? Mon antivirus philosophique du moment, c'est un grand classique de la bande dessinée, c'est Maus de Art Spiegelman. C'est peut-être les romans graphiques qui a ouvert à la bande dessinée le même espace qui occupait les romans pour l'écriture verbale. Et c'est un texte sublime, voilà, d'une expérience assez dure, évidemment beaucoup plus dure de celle qu'on est en train de traverser. Mais c'est une lecture que j'ai repris et qui m'accompagne pendant ces jours. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi.